Fred Pellerin est un conteur, chanteur, compositeur, interprète, scénariste, écrivain et père québécois. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, un côté rouge, un côté blanc, un côté tendre. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, j'y ferai monter vos 100 000 enfants. Ils vont m'entendre, je les vois venir du soleil levant. Il est né le 22 novembre 1976. Il a commencé à la pierre angulaire dans le village de Saint-Île-Caxton. Avant chaque spectacle, Fred Pellerin y parle tout le temps de sa grand-mère. C'est elle qui racontait des histoires. Quand il a commencé, Fred il faisait de la musique traditionnelle en duo avec son frère Nicolas. Il est aussi un des fondateurs du groupe de musique traditionnelle Les Tireux de Roche, qui existe encore aujourd'hui. Après 2 ans, il s'est tanné de tirer des roches, puis il a fini par devenir un prodige dans le domaine du conte puis de la musique québécoise. Quel genre de petit garçon étiez-vous? J'étais un petit garçon curieux. Je jouais beaucoup dehors. Mes parents, ils restaient là, sur une rue qui donnait après sur la forêt. Fait que c'était comme la dernière rue avant la forêt. Maintenant, il y a d'autres rues là-dedans, puis il y a d'autres maisons. Fait que nous, notre cour en arrière, c'était comme un peu une forêt. Fait qu'on jouait beaucoup dehors. Puis j'étais beaucoup un petit garçon. J'étais un garçon sociable. Fait que je jouais beaucoup avec. J'avais beaucoup d'amis dans le village. On se faisait des projets, on se montait des cabanes dans le bois. On devenait des espions. C'était parti d'une firme d'espionnage à un moment donné. Puis à travers ça, je côtoyais ma grand-mère, puis d'autres petits vieux qui racontaient des histoires au village. Il a étudié en littérature à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a été guide touristique dans son village et comptait aussi dans les bibliothèques dans ses premières années. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire votre métier? Je savais pas que c'était un métier déjà. J'ai pas pu rêver à faire ça. Moi, je voulais être astronaute, peut-être comme toi. Ou docteur, ou non. Ou quelque chose de même, là, tu sais. Mais je pensais pas que c'était un métier de raconter des histoires. Puis à un moment... Mais j'écoutais beaucoup d'histoires. De gens qui racontaient des histoires, pas comme un travail, là, mais juste j'allais chez eux puis raconter des histoires normalement. Puis à un moment donné, quand j'étais étudiant au cégep, je suis devenu, mon travail d'étudiant, c'était d'être guide touristique dans mon village. Fait que je racontais des histoires aux gens qui venaient visiter le village. Puis, tranquillement, comme ça, je me suis mis à raconter des histoires, puis un jour sur une scène, puis c'est devenu mon travail. Fred Pellerin a mis en scène plusieurs de ses contes en film. Mon préféré, c'est L'Arracheuse de temps. Dans ce film-là, la grand-mère de Fred lui raconte une histoire à la fois épeurante et drôle autour de la mort et les cartes. Ça varie d'une époque à l'autre. Quand sa grand-mère avait environ 20 ans, puis quand Fred avait 11 ans avec sa grand-mère, qui était rendue âgée et malade. En plus de ses livres-contes, il a aussi fait un album pour enfants à partir de son personnage Babine. Ça s'appelle La course des petits bateaux. Il s'est impliqué énormément dans son village et a attiré beaucoup de touristes à Saint-Élie, même des célébrités,
Quelle qualité ça prend pour être un bon conteur, selon vous? Bien, je pense que, tu sais, quand on est conteur, on a l'air d'être quelqu'un qui parle tout le temps. Alors que je pense qu'il faut savoir écouter. Parce que pour trouver les bonnes histoires, pour trouver les, je sais pas moi, les façons de raconter, les façons d'accrocher les oreilles, les façons de captiver les gens qui nous écoutent, je pense qu'il faut surtout avoir été quelqu'un qui écoute les histoires avant d'en raconter. Fait que ce serait, je pense que la grande qualité, ce serait d'avoir de l'écoute. Même quand je raconte, j'ai pas l'air d'écouter, mais j'écoute beaucoup les réactions du public. Vous allez voir ce soir, quand les gens ils rient, je m'arrête, je repars après le rire. Puis je joue beaucoup avec ça parce que les gens ils rient pas à la même place à chaque soir. Fait que je vais beaucoup avec les réactions des gens. Quelle stratégie utilisez-vous pour écrire un conte qui sera captivant? Je cherche déjà dans les histoires de Saint-Élie-de-Caxton, de mon village. Fait que je vais voir les gens du village qui me racontent des histoires. Aussi, je vais fouiller pour trouver des histoires dans le répertoire des contes traditionnels. Il y a plein de vieilles histoires qui existent depuis la nuit des temps. Je vais fouiller là-dedans. Puis j'en invente des petits bouts pour coller tous ensemble. Fait que ce que je fais, c'est que je marche, je fais quelque chose, je fais une activité qui m'occupe pas trop le cerveau, puis je me repasse les histoires dans la tête. Fait que là, j'avance dans mon histoire, puis là, je me rends compte, elle débouche pas. Fait que là, je recule dans mon histoire, je repars, puis là, au lieu de le faire tourner à droite, je le fais tourner à gauche. Puis là, j'essaie cette histoire-là. Puis... Fait que c'est comme ça, à force d'essayer, que je finis par trouver mon chemin dans les histoires nouvelles que je compose, puis que je construis. Parlez-nous de votre amour pour la langue française. Moi, j'aime beaucoup la langue française. J'aime beaucoup la langue française qu'on apprend bien, dont on apprend bien les règles pour bien l'écrire puis bien la parler. Mais après, une fois qu'on maîtrise bien les règles, j'aime bien la langue française pour la faire craquer, pour inventer des nouveaux mots. Moi, les gens, les vieux que j'écoutais raconter des histoires, souvent, il leur manquait des mots ou il y avait des mots qu'ils ne connaissaient pas, fait qu'ils en inventaient. C'est juste pour pas qu'il y ait de trous dans leur phrase, ils inventaient des mots, Puis des fois, ça faisait des images ou des choses auxquelles on n'est pas habitué, puis ça faisait comme une sorte de poésie. Fait que j'aime ça pour ça, cette langue-là. Puis j'aime aussi cette langue-là parce que je trouve que c'est celle qui parle le mieux de la réalité qu'on a, t'sais. On prend une langue, on l'installe quelque part, sur un coin de pays, puis là, tranquillement, la langue, elle se modifie pour ressembler au pays où elle habite. Fait que je trouve que la langue française, c'en est une belle pour parler de notre réalité du Québec. T'as-tu inventé des mots, toi? Ou genre, t'as pris les mots que les autres avaient inventés? J'en invente plein. J'en invente un peu chaque jour. Je me permets ça. Des fois, tu sais, je le déforme, ou je mets deux mots ensemble pour en faire juste un, ou je prends un nom puis je fais un verbe avec, ou je prends un verbe puis je fais un nom avec. Fait que je me permets ça. Puis moi, j'ai étudié la langue. J'ai étudié à l'université la langue, la linguistique, les règles de grammaire, comment bien écrire. Puis une fois que tu as compris ces affaires, puis après, j'avais appris le latin. Le latin, c'est comme la grammaire du français. C'est comme avant le français, on parlait latin. Puis on dirait que vu que j'ai appris ça, je connais un peu les racines des mots, je connais un peu comment la façon qu'on peut avoir de démancher puis ramancher les mots. Puis fait que j'en invente un peu. J'en invente souvent. Toi, t'en inventes-tu? Non, pas vraiment. Quel est le pourcentage de choses qui sont vraies que vous racontez sur les gens de votre village? Ça, je sais pas si j'ai le goût de te dire la vérité. Tous les personnages dont je parle, à peu près, tous les personnages ont existé. Des fois, j'ai pris 2 ou 3 personnages réels, je les ai mélangés ensemble pour faire un personnage. Je leur ai mis un nom, mais dans ma tête, c'est 2 ou 3 personnages qui sont ensemble. Fait que ça, c'est vrai. Les lieux sont pas mal tous vrais dans ce que je raconte. Il y a des petites anecdotes. Tu sais, pour moi, c'est dur de le dire parce que souvent, quand l'histoire m'arrive, elle est déjà transformée un peu. Fait que là, le spectacle que je vais vous faire aujourd'hui, il parle d'un gars qui s'appelait Toussaint Brodeur. Je vais vous parler de lui pendant 1h30 ce soir. Puis moi, j'ai construit ces histoires-là en écoutant ses fils à Toussaint Brodeur. Mais déjà, ils sont un peu menteurs. Fait que là, ils me racontent les histoires de leur père, mais tu sais, ils en rajoutent. Même que des fois, ils me racontent des histoires. Après, je leur redis l'histoire, puis ils me disent, voyons, qui c'est que tu as raconté ça? C'est eux qui me l'ont raconté. Fait que tu sais, ils sont déjà un peu menteurs. Fait que c'est dur pour moi d'évaluer la vérité. Mais il y a une part de réalité. Après, il y a une part de conte traditionnel que je vais chercher dans la tradition des vieux contes. Puis il y a une petite part d'invention aussi. Il y a peut-être, donc, s'il y a 3 parts, il y aurait peut-être, disons, un tiers de vérité. Mais des fois, c'est pas des menteries. Des fois, c'est juste une façon différente de raconter la chose. Ouais. Ou d'exagérer. Tu sais, le lion, il avait une bouche tellement grande, il aurait pu manger un autobus scolaire. En fait, il avait mangé juste un enfant. Mais moi, j'en ajoute, j'ai mis une bouche plus grande, puis il mangeait un autobus complet. Ouais, c'est ça. Je suis dans mon camion 60 heures par semaine. Je t'aime. Des fois, je triche un peu, je fais des heures pour nous deux. On dormira plus tard. Quand on sera des bons vieux. Moi je vis juste pour toi, j'ai hâte à la fin de semaine. Je t'aime. De cogner du marteau quand tu fais du gâteau. T'es si
belle au fourneau. Fred Pellerin a toujours été très réservé sur sa vie personnelle. C'est seulement récemment, pendant une entrevue à l'émission Tout le monde en parle, qu'on a appris que sa fille Marie-Fé avait eu un cancer il y a quelques années. En dehors de ses comptes, Fred aime être dans les bois et travailler dans son érablière. C'est un bûcheron pèlerin, un grand voyageur qui nous fait voyager dans le temps par son imaginaire puis à travers les mémoires de Bernadette, sa grand-mère. Parlez-nous de votre implication auprès de l'hôpital Sainte-Justine. Je me suis impliqué auprès de l'hôpital Sainte-Justine parce que moi, j'ai 3 enfants. Puis ma grande enfant, quand elle a eu 14 ans, on a appris qu'elle avait un cancer. Tu savais ça? Oui. Puis après ça, on s'est retrouvés à cet hôpital-là, Sainte-Justine, où elle a été traitée, puis elle a été soignée de son cancer. Puis aujourd'hui, elle a retrouvé la santé. Mais elle, pendant qu'on était là, elle disait toujours, quand on va sortir d'ici, il faudra redonner à l'hôpital ce qu'ils nous ont donné. Fait que moi, je me disais que ça allait passer, mais tu sais, les années ont passé depuis qu'elle a été malade, puis elle a toujours continué à dire « Papa, il faudrait redonner à Sainte-Justine, il faudrait trouver une façon de redonner à Sainte-Justine. » Puis un bon jour, on a appelé Sainte-Justine pour leur dire « On cherche une façon de redonner. » Puis c'est ça. Puis ils nous ont choisi pour être porte-parole de la Fondation de Sainte-Justine, qui ramasse des sous au profit de l'hôpital. Puis c'est ça. Fait qu'on s'est impliqué cette année pour le Grand Sapin à Noël. On a battu tous les records de collecte. D'ailleurs, la collecte, elle se terminait genre avant hier. Ça a duré pendant, je pense, 1 mois et demi. Fait qu'on pense que c'était juste à Noël, mais ça a duré quand même. On a dépassé de 1 million de dollars l'objectif qui était visé, qui était genre de 2,5 millions. Puis c'est ça. Puis là, j'ai reçu un courriel tantôt. Il me disait qu'il va y avoir une réunion bientôt. Fait que je pense qu'on va encore être porte-parole pour un certain temps. Nous, on était prêts à embarquer pour 3-4 ans, si vous voulez. Fait que, c'est ça. Fait que c'est un peu une façon qu'on a de redonner à l'hôpital qui nous a donné beaucoup, beaucoup. Quels sont vos plus grands rêves à réaliser en lien avec votre métier? J'ai eu la chance de réaliser plus de rêves que j'en avais fait avec ce métier-là, parce que déjà, c'était même pas mon rêve d'exercer ce métier-là. Pour moi, c'était juste un plaisir de raconter des histoires. Puis tout à coup, c'est devenu un métier. C'est comme si toi, tu tripes à faire des Legos. Tout à coup, on t'engage pour faire des Legos. Tu sais, ça n'a comme pas de bon sens que ça devienne un métier. Pour moi, c'était comme un jeu faire ça, puis ça s'est mis à devenir un travail. Fait que déjà, ça dépassait mes rêves. Puis après ça, j'ai eu la chance d'écrire des films. Fait que ça, je n'osais même pas rêver à ça. Puis après, j'ai eu la chance de travailler avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Je n'osais même pas rêver à ça. Puis fait que là, les prochains rêves, je sais pas. Là, je caresse peut-être l'idée de faire un spectacle, d'écrire un spectacle pour un cirque. Là, je travaille là-dessus un peu. Ça serait peut-être mon prochain rêve, que je fais pas trop, mais qu'il faut peut-être réaliser. Cette semaine à Scolaire Le Monde, nous sommes à la Polyvalente Lavigne pour les expos sciences. Alors bonjour, moi c'est Caroline Gauthier, enseignante de la Polyvalente Lavigne. J'enseigne les sciences au niveau secondaire 3, 4, 5. Et depuis environ une dizaine d'années, j'organise l'Expo Sciences pour les élèves des profils. En fait, c'est l'enrichissement scientifique pour les élèves des profils. Donc depuis le mois de septembre que les élèves préparent un exposé à nous présenter, aux élèves de l'école, aux élèves du primaire qui viennent visiter et même au grand public. Les élèves ont fait des recherches soit pour nous présenter une vulgarisation scientifique, c'est-à-dire c'est une recherche qu'ils doivent remettre dans leurs mots afin de bien expliquer aux gens ce qu'ils ont compris de leur sujet. Moi, je m'appelle Elia. Moi, je m'appelle Arnaud. Moi et mon ami, nous allons vous parler de la marée. Donc, moi, cet été, moi et mon ami Arnaud sommes allés à la mer et nous nous sommes posé une question. Pourquoi l'eau monte et descend? Pour commencer, pour vous, c'est quoi une marée? Une marée, c'est le mouvement régulier de l'eau vers le haut et vers le bas. Dans le fond, dans mes mots, c'est que l'eau monte et descend. Ensuite, je vais vous parler des 2 astres qui jouent un très grand rôle pour les marées. Ce sont le Soleil et la Lune. Grâce à eux et à la force gravitationnelle, le Soleil et la Lune peuvent attirer l'eau vers eux. Dans le fond, ça veut dire que tant qu'il y a une marée haute en quelque part sur les pancartes ici, s'il y a une marée haute là, il y a une marée haute là. S'il y a une marée basse là, il y a une marée basse là. Ensuite, je vais vous parler de la rotation. La rotation joue un très grand rôle dans les marées. Alors, grâce à la rotation, il peut y avoir des marées hautes, des marées basses partout autour de la planète. Car sinon, il y aurait une marée haute et une marée basse seulement aux mêmes endroits. Donc, il faudrait se déplacer à travers le monde pour pouvoir faire du surf. Maintenant, passons au quiz. Quels sont les 2 astres qu'on a parlé, dans le fond? C'est une bonne réponse. C'est bel et bien la Lune et le Soleil. Ce serait quel dessin qui représenterait bien les
marées hautes et les marées basses. Le dessin A ou le dessin B? Justin? Bonne réponse, c'est bien le dessin A. Parce que la marée haute est genre comme en bas et en haut, genre. Puis, c'est quoi une marée? Une marée, c'est le mouvement régulier de l'eau vers le haut et vers le bas. Ils peuvent également faire une expérimentation. C'est comme un laboratoire. Donc, ces gens-là, ils ont fait une expérience à la base en se posant une question. Ils ont émis une hypothèse, puis ont fait des tests, des expérimentations afin de trouver la réponse à leur sujet, à leurs questions et d'analyser les différentes situations qu'ils ont pu découvrir. Donc, aujourd'hui, nous avons les élèves des profils art, sport et idées, ainsi que le profil monde secondaire 3, donc les niveaux 1, 2, 3 qui sont là, pour présenter leurs projets qu'ils ont préparés depuis le mois de septembre. Donc, des grosses recherches, des gros projets, des équipes de 1 ou 2. On a en tout 120 équipes qui ont présenté leurs projets sur 2 journées. Il y a des prix à gagner. Nous allons avoir une première place, deuxième place, troisième place, autant pour le niveau secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3. Donc, chaque niveau est jugé séparément. Et nous allons également avoir un kiosque coup de cœur, donc que les gens ont trouvé vraiment wow, soit par la présentation, soit par les pancartes qui sont attrayantes ou simplement leur dynamisme, malgré le fait que lorsque les juges sont passés, ils n'auraient pas eu un haut score. Bien, si les gens autour ont jugé qu'ils avaient beaucoup travaillé, eh bien, ils vont avoir un prix kiosque coup de cœur. Alors, nos juges, ce sont des élèves qui ont déjà vécu l'Expo Science. Donc, c'est des élèves de secondaire 4 ou 5 qui l'ont vécu en secondaire 1, 2, 3. Alors, c'est eux qui se promènent et qui jugent. Il y a une feuille déjà toute déterminée. Ils ont été formés. Puis, ils essaient d'être juste équitables avec tout le monde. Salut, moi c'est Louis Deschaines. Je suis un juge. Aujourd'hui, ma tâche consiste à juger nos élèves qui font l'Expo Science. On regarde comment les affiches, est-ce qu'elles sont belles, l'esthétique. Ensuite, on regarde le contenu, est-ce que c'est intéressant? Et pour finir, on regarde si nos élèves comprennent bien leur sujet, est-ce qu'ils nous expliquent bien, si on pose une question, est-ce qu'ils répondent bien à notre question. Bon, ouais, les élèves se sont vraiment bien donnés. Alors, bonjour tout le monde, moi c'est Anne-Thomas Leclerc. Je suis juge à Expo Science à la Polyvalente Lavigne. En gros, mon travail, ça consiste à évaluer les jeunes sur leur exposé selon certains critères, comme par exemple les sources, s'ils sont fiables et tout, le fait juste de parler fort, de bien articuler, de savoir se situer dans ses fiches, puis être capable de nous faire comprendre leur projet qui les passionne en fait. Les gagnants peuvent aller à la finale régionale de Laval-Laurentide-Lanaudière. Ça va se tenir début mars à Sainte-Thérèse. Donc, ces gagnants-là vont pouvoir s'inscrire. On envoie 8 équipes par école. Et ensuite, si à cet endroit-là, ils gagnent, ils peuvent aller à la finale provinciale, qui peut ensuite se poursuivre par la finale pan-canadienne et même après par une finale internationale. Bonjour, je m'appelle Raël Goyette, un ancien élève de Saint-Julien. Aujourd'hui, je vais vous présenter pourquoi les maths influencent notre monde, plus précisément les maths. Avant de commencer, je vais vous apprendre quelle est l'origine des mathématiques. La civilisation égyptienne était la plus avancée, celle des civilisations babyloniennes était quand même avancée pour son nombre. La civilisation grecque était quand même bien. On va commencer par les affaires. Comment les mathématiques ont de l'impact sur le développement technologique. En fait, ça sert à résoudre des problèmes technologiques ou économiques, comme par les langages mathématiques, formules, équations et langages mathématiques, comme le script. Ça sert aussi à évaluer l'intelligence artificielle et à créer des logiciels. Ça va prédire les catastrophes naturelles ou humaines, comme les pandémies comme la COVID-19. Il sert à fonctionner le fonctionnement de notre planète comme le changement climatique. Et aussi, ça sert à comprendre les animaux ou humains, comme pourquoi ils font ça, pourquoi ils font ça, et son instinct. Et là, comment serait le monde sans les mathématiques? Ça, c'est une vraie question que les personnes, des fois, ils se posent. Bien, tout simplement, on serait retourné à l'âge de pierre, parce qu'on ne serait pas capable de calculer ou compter, et on ne savait pas c'était quoi l'heure. Est-il important de faire des maths à l'école? Oui, la question c'est oui, parce que ça a développé la capacité humaine pour faire des travaux dans les domaines. C'est une très grande compétence dans la vie quotidienne. Mettons, si tu veux faire un gâteau, comme combien de grammes je dois mettre dans ça? Là, la question, Pythagore, un grand mathématicien, qui a révolutionné bien sûr le monde.
Il est né en 580 avant Jésus-Christ. Il est mort en 495. Il avait l'âge de 85 ans. Il était connu grâce à son théorème de Pythagore et du nombre d'or. Il a découvert que la somme des angles donne 180 degrés, les tableaux de Pythagore et l'irrationalité de la racine carrée. Tout simplement, la table de Pythagore, c'est la table que les personnes ont besoin d'aide pour les multiplications. 10 fois 10 donne 100, 9 fois 9, donc 81. L'irrationalité de la racine carrée 2, c'est tout simplement une racine carrée. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a aidé à comprendre mieux les mathématiques et à vous aider à l'école. Moi, je m'appelle Louane. Et moi, je m'appelle Laurie. On a choisi l'eau de Lac-Louise parce que cet été, je suis allée faire un voyage en Alberta. On est allé voir le lac Louise puis le glacier Columbia. Qu'est-ce qu'un glacier? Un glacier est de la neige compactée depuis des milliers d'années. Le glacier de Columbia fond depuis 150 ans, mais existe depuis des millions d'années. C'est un géant de 1 km de large et de 6 km de long. Le glacier Tabasco est un des glaciers du champ de glace Columbia qui a fondu depuis la moitié de son volume au cours du dernier siècle et qui s'est retiré 1,5 km et qui fond de 10 mètres de distance par année, qu'on voit ici en 1908 puis en 2023 là-bas. Mais pour ça, il faut comprendre qu'est-ce qu'un bassin versant. Un bassin versant est une partie de territoire délimitée par des lignes de crête qui sont les sommets d'une montagne le plus haut, qui drainent les précipitations d'eau vers des rivières, des cours d'eau souterrains ou un réseau de cours d'eau. Le lac Louise doit sa couleur bleu turquoise brillante à la farine rocheuse. Qu'est-ce que la farine rocheuse? La farine de roche ou glaciaire est un ensemble de fines particules de roche de la taille du limon, soit entre la taille de l'argile et du sable, donc 2,63 micromètres. Ces particules fines sont faites par l'abrasion mécanique du substrat rocheux des glaciers. Ces particules fines de sédiments glacés sont déplacées lors de la fonte des glaciers, puis s'écoulent par le bassin vers le lac. Elles demeurent en suspension dans l'eau du lac. Elles absorbent toutes les couleurs du spectre lumineux, sauf le bleu et le vert, qu'elles réfléchissent. On a demandé à l'entreprise Neutro d'analyser 2 échantillons d'eau qu'on a récoltés, un près du glacier et un du lac Louise. Il y a une différence entre les 2 eaux pour le fer et le magnésium, qui sont deux minéraux que le laboratoire peut tester, mais... En faisant des recherches, on a découvert que ces particules sont du quartz ou des feldspathes broyés. Et ça fait demander si le lac Louise conservera encore la couleur turquoise longtemps, car dû au réchauffement climatique, la fonte des glaciers s'accélère et s'il n'y aura plus de glaciers, il n'y aura plus de farine rocheuse qui alimentera le lac. Puis, les particules déjà en suspension vont sédimenter, donc il n'y aura plus de réflexion de couleur bleue et verte dans la lumière. Donc, notre sujet, c'est « Qu'est-ce qui cause le hockey ?» Nous avons choisi ce sujet car on trouve ça fatigant, mais drôle en même temps. Certaines personnes disent que le hockey peut faire grandir, grossir, rapetisser ou même maigrir. Mais nous voulons savoir c'est quoi la vraie raison à « Qu'est-ce qui cause le hockey ?» Le hockey est dû à des contractions involontaires des muscles respiratoires. Nous avons le diaphragme et les muscles intercostaux. Durant l'inspiration, le diaphragme se contracte et durant l'expiration, il se relâche. Ceci provoque la fermeture brutale du larynx, de la gorge, et de la glotte, une autre partie de la gorge. Ceci provoque le fameux hic. Le hockey dure généralement quelques secondes et se manifeste à quelques secousses isolées, donc environ 4 à 60 hockey par minute. Est-il dangereux? Non, le hockey n'est pas dangereux. Il est un symptôme bénin qui veut dire petit, léger ou pas grave. Il ne nécessite pas de traitement particulier. Le hockey débute souvent dans un cadre social, comme rire, parler, manger, boire, etc. Il y a 3 types de hockey. Premièrement, le hockey bénin, qui peut durer quelques minutes et est le plus fréquent. Il y a le hockey persistant qui dure plus de 48 heures. Et finalement, le hockey réfractaire qui peut durer plus d'1 mois. Pour éviter d'avoir le hockey, vous pouvez éviter les trop gros repas,
Diminuez votre consommation de boissons chaudes, boissons gazeuses ou d'alcool. Ne pas passer d'un aliment froid à un aliment chaud. Et manger lentement. Pour conclure, un vrai ou faux? Certains animaux peuvent avoir le hoquet. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou c'est faux? Vrai? Ben, la réponse, c'est Vrai. Certains animaux peuvent avoir le hoquet. On n'a pas fait assez de recherches pour trouver tous les animaux qui ont le hoquet, mais on a trouvé quelques animaux comme exemple. Le rat, le lapin, le furet, le chat, le chien, etc. Ces animaux ont le hoquet car ils ont un diaphragme et des muscles intercostaux comme les humains. Bonjour, alors moi je m'appelle Clara Soriol et nous allons faire la présentation avec Noémie Lucier. Et nous allons vous présenter quels sont les effets du stress sur l'humain. Donc, premièrement, nous avons choisi ce sujet parce que nous pensons que le stress est présent chez la majorité de la population. Aussi, il n'est pas découvert sous toutes ses formes. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons vous présenter quels sont les effets du stress sur l'humain. Par la suite, je vais vous expliquer qu'est-ce que le stress. Le stress est un ensemble de réactions psychiques et physiques en réponse à une agression ou à une situation assez stressante. Par la suite, il existe plusieurs types de stress, dont le stress physique, mental, professionnel, financier, environnemental, mais aujourd'hui, nous allons parler du stress positif et du stress négatif. Quand nous sommes stressés, il y a des effets physiques et des effets mentaux. Dans les effets physiques, nous pouvons avoir des mal de tête, de la fatigue, des problèmes respiratoires, des vertiges, etc. Et dans les effets mentaux, des manques de concentration, trous de mémoire, indécision, pensées dispersées, etc. Si vous vous trouvez dans une situation assez stressante, le stress peut être positif parce qu'il vous permet de vous adapter à un nouveau contexte. Le stress positif est aussi appelé eustress, qui est une forme perçue comme stimulante parce qu'il nous motive, nous aide à nous concentrer et à atteindre nos objectifs. Puis, le stress négatif est aussi appelé distress, qui est une forme perçue comme nuisible pour le bien-être physique et mental. Le stress négatif est la réponse naturelle de notre corps face aux contraintes et aux épreuves qu'il subit. Nous pouvons avoir aussi, il y a plusieurs sources de stress, comme le travail, les inquiétudes financières, la famille, le manque de temps, les problèmes personnels, etc. Si vous avez un animal de compagnie, ça peut être bien pour le stress parce qu'ils réduisent le niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress, et ils font augmenter le taux d'ocytocine, qui est l'hormone du bien-être. Saviez-vous que le stress a des bienfaits? En effet, il renforcerait notre système immunitaire et selon plusieurs études, il nous protégerait même de certaines maladies. Merci de nous avoir écoutés. Bonjour, je suis Akina et j'explique pourquoi notre attention est diminuée. Il y a beaucoup de raisons pourquoi, mais la principale, c'est juste les réseaux sociaux et qu'on est juste surstimulé. Dans les dernières années, des applications comme TikTok ou YouTube sont montées en popularité à cause des courtes vidéos de 10 à 60 secondes. Ces vidéos sont souvent jouées avec une autre vidéo en arrière-plan comme un Minecraft speedrun. C'est intentionnellement fait pour capter votre attention. En 2004, la moyenne de temps qu'une personne pourrait rester concentrée sur quelque chose était 2 minutes et 30 secondes. Maintenant, ce nombre est beaucoup diminué à juste 47 secondes. C'est immense. Mais ça permet également de traiter l'info plus rapidement qu'avant. Notre alimentation peut aussi jouer un gros rôle sur notre attention, si on mange les bonnes affaires et tout. Et finalement, notre santé mentale. Une personne avec de l'anxiété ou la dépression est en général plus facilement distraite qu'une personne normale.